Le 13 novembre 2015, j'étais à Clermont-Ferrand au festival Carnet de voyage, fondé par Michel Renaud, assassiné lors de l'attentat islamiste dans les locaux de Charlie. J'étais là pour lui rendre hommage. En fin de journée, je vais me poser dans un bar, c'est banal, mais pas pour longtemps. Les officiers de sécurité m'expliquent ce qui est en train de se passer à Paris, m'informent qu'il faut rentrer urgemment à l'hôtel et ne plus en sortir du tout. Dans la chambre, j'ai les yeux collés à la télé, qui restera allumée toute la nuit sans sommeil. Mon téléphone va chauffer, prendre des nouvelles des uns et des autres. Et la question qui taraude, qui est obsédante, tu étais ou pas dans ce quartier? Le lendemain matin, arrivé à Paris, je vois des gens saisis, en état de choc. La capitale est sombre, la France lourdement endeuillée, après l'horreur au Stade de France, au Bataclan, sur des terrasses de café. Et j'ai cette pensée terrible, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas parce que je sais que la pleine mesure de ce qui s'est passé sur les mois précédents n'a pas du tout été prise. 7, 8 et 9 janvier 2015, Paris, Montrouge. 3 février, Nice, attaque de 3 militaires dans un centre communautaire juif. 9 et 10 avril, cyberattaque sans précédent contre TV5 Monde. 19 avril, Villejuif, attentat manqué contre des églises et la mort de la jeune Aurélie Châtelain. 26 juin, Saint-Quentin-Fallagier, explosion de bonbonnes de gaz dans un site classé Céreso, un corps décapité, des inscriptions et la profession de foi de l'islam en arabe retrouvée à proximité. 13 juillet, un projet d'attentat déjoué contre une installation militaire. Août, l'attentat du Thalys. L'idée, tuer tous les passagers au fusil d'assaut. Fin octobre, projet déjoué contre la base navale de Toulon. Et puis, le 13 novembre, l'atrocité, la douleur, le flot de larmes. Non, je ne suis pas surprise parce que depuis des années, le message est clair, mais il n'est pas entendu, voire il est nié. Notre démocratie était, est toujours une cible, et avec elle ce que représente concrètement notre devise haïe par les idéologues de l'islam politique. J'ai bien dit islam politique, islam sectaire, islam rigoriste. La liberté de conscience, liberté d'expression, critiquer, rire, danser, boire un verre, jouer au foot. Égalité en dignité, égalité en droits et devoirs, égalité femmes-hommes. Fraternité, croyants ou non-croyants, peu importe, la fraternité toujours au-dessus. Pas pour cette idéologie qui décide, juge qui est, guillemets, un bon, un mauvais musulman, une bonne, une mauvaise musulmane. Une idéologie totalitaire qui arme les bras, c'est vrai, et noircit l'âme. Une idéologie qui cherche à s'imposer pas seulement par la violence, mais aussi avec un narratif culpabilisant, victimaire, mensonger. Notre État et ses institutions qui seraient racistes, et toujours, sempiternellement, l'accusation en islamophobie énoncée jusqu'à la lie contre ceux qui défendent la République, ses valeurs, ses principes. Des propos iniques, relayés par une partie de la gauche, encore et toujours aujourd'hui, cette gauche ultra-radicale qui ne considère plus les musulmans comme des citoyens d'abord et avant tout, mais bien uniquement comme des musulmans, comme des victimes éternelles. Et que ça vienne de la gauche, c'est glaçant, c'est abject. Alors non, on ne s'allie pas avec ces sinistres et cyniques manipulateurs politiques. Jamais, jamais, jamais. Chaque 13 novembre, je pense chaleureusement aux victimes, aux familles, aux proches et à l'entourage pour qui la vie n'est plus la même. Une vie différente depuis 10 ans. Ce 13 novembre 2025, mes pensées iront également pour toutes les victimes dans le monde, massacrés, martyrisés, corps mutilés par ces guides musulmans au pouvoir dans les théocraties islamistes. Et je pense aussi et toujours à celles et ceux qui résistent.
parce que cette résistance, leur courage inouï, nous donne les plus formidables raisons d'espérer. Le contraire de l'oubli, ce n'est pas le souvenir, c'est la justice, écrivait Jean Cassou. J'ai rencontré le lieu où nous nous trouvons 2 fois. La première, j'avais 13 ans, c'était à la télévision. Je revois la devanture de ce petit bistrot, noyé dans un océan de fleurs. Et puis des années plus tard, je l'ai revu, autrement. Avec des amis, un de ces soirs d'été remplis de rires et de discussions où l'on refait le monde. Ce lieu n'était plus celui des larmes, mais celui de la vie. Celle qui résiste, celle qui vibre, plus fort que tout. 10 ans ont passé depuis le soir du 13 novembre 2015 et pourtant, rien n'est vraiment loin. Le temps passe, mais la mémoire veille, tant que nous refusons de détourner le regard. Refuser d'oublier, c'est refuser l'effacement. C'est répondre au terrorisme islamiste. Vous avez voulu assassiner la liberté, mais la liberté est toujours là. La mémoire est une arme puissante. Le fanatisme est une monstruosité qui ose se dire religieuse, écrivait Victor Hugo. Ces mots résonnent comme une mise en garde, parce qu'oublier, ce serait céder du terrain à ceux qui veulent imposer la peur, le renoncement, la soumission. Oublier, ce serait assassiner la vie, la culture, les rires et la liberté, encore et encore. Faire vivre ces valeurs qui fondent notre commun le plus précieux n'est pas un choix, c'est une nécessité. La mémoire, c'est aussi une promesse de vie, de liberté, d'émancipation. C'est tout à fait vrai quand on dit que la mémoire nous oblige. Elle nous oblige, tous, à continuer de rire en terrasse, d'écouter de la musique, de penser librement, tout ce qu'on croyait acquis et qui pourtant se conquiert chaque jour. Le 13 novembre 2015. Bien sûr, je me souviens parfaitement ce que je faisais le 13 novembre 2015, comme la plupart des gens, j'imagine, en particulier les Parisiens. Il se trouve que j'habitais à quelques encablures du Bataclan. Ce soir-là, je recevais des amis à la maison. Nous faisions un dîner et nous avons entendu les premiers cris, les premières bousculades et les premiers bruits de pas au pied de mon immeuble. Nous avions la fenêtre ouverte, il faisait encore chaud, et on assistait à des mouvements de foule, des mouvements de panique, des hurlements. Évidemment, on n'a pas du tout pris la mesure de ce qui se passait, et puis on a allumé nos portables. On a reçu les premiers messages. Est-ce que tout va bien? T'es pas sorti de chez toi, j'espère. Est-ce que t'es en sécurité? J'espère que tu bois pas un verre près de chez toi. Nos parents étaient affolés. On était vraiment tout proche du lieu du massacre. Et puis on a commencé à voir pleuvoir les infos, les infos angoissantes du déroulé de la soirée au fur et à mesure. On a vu passer sous nos fenêtres des gens en larmes, des gens en sang, 2 personnes accompagnées par des gens, des policiers et des pompiers. Et là, l'impensable une deuxième fois. À quelques mois des attentats de Charlie, l'impensable une deuxième fois, qui frappe à nos portes, une deuxième fois, juste à côté de nous. Et encore plus près d'une certaine manière. Encore plus près d'une certaine manière parce que les attentats de Charlie Hebdo, bien sûr, on s'est tous sentis directement concernés en plein cœur. On s'est tous sentis Charlie. Ça a été un très beau moment de cohésion nationale. Mais on s'est senti Charlie parce qu'on s'est senti... On a tous senti que c'était la France qui était visée et qu'incarnait Charlie Hebdo avec sa liberté journalistique, sa liberté d'expression, sa liberté de penser. C'était la France qui était attaquée à travers Charlie Hebdo, mais le jour du Bataclan, c'était les Français. Les kidam, les messieurs, madame, tout le monde, les n'importe qui, vous, moi, qui va boire un verre ou qui va assister à un concert. Après s'être attaqué à la France, le terrorisme islamiste s'attaquait aux Français. Il y avait quelque chose, d'une certaine manière, d'encore plus terrifiant. Parce que maintenant, il était décrété que vous, moi, n'importe qui, devenait dépositaire de la liberté tout court, à laquelle les terroristes faisaient la guerre. Et que pour être français, c'est-à-dire libre, vous pouviez à tout moment être abattu. D'une certaine manière, ça avait quelque chose d'encore plus terrifiant, donc, cette foule anonyme qui gisait dans son sang, et aussi quelque chose de plus difficile, d'une certaine manière, à appréhender pédagogiquement avec des élèves. Vous pouvez expliquer à des élèves que
Charlie Hebdo a vu sa rédaction abattue parce que derrière, il y avait des islamistes dont le message politique était clairement de vouloir museler le journalisme français, la liberté d'expression française, la laïcité française. Mais la liberté d'expression, la laïcité, le journalisme, c'est des noms communs abstraits. Là, il faut expliquer que c'est les Français, dans leur corps, dans leur chair, chacun d'entre nous, qui sont visés parce qu'ils incarnent la liberté démocratique, tout simplement. Et d'une certaine manière, pédagogiquement, c'est plus difficile à expliquer. Pourtant, naturellement, tout se tient, évidemment. Et dans nos cœurs et dans le deuil que nous allons vivre, ce 13 novembre, tout se tient. Charlie Hebdo, le Bataclan, les Juifs, et puis l'école. Les cibles privilégiées des islamistes, des fanatiques religieux. D'abord, on s'attaque à notre liberté de penser, puis à notre mode de vie, et puis à nos Juifs, et puis à notre école. 10 ans plus tard, Samuel Paty perd la vie parce qu'il incarne la liberté que tous les élèves, dont tous les élèves bénéficient, que tous les élèves ont, de s'instruire, de se libérer de leur déterminisme, de s'émanciper par le savoir. Et tout ça se tient naturellement. Tout ça se tient d'une manière épouvantablement cohérente, d'une manière cauchemardesque, avec cette dimension un peu de l'enfer grec, vous savez, du supplice éternellement recommencé. Et chaque fois on pleure, et chaque fois on sort pour communier, pour dire qu'on est Charlie, qu'on est les victimes du Bataclan, qu'on est les victimes de Mohamed Merah, qu'on est Samuel Paty. Mais quand même, à chaque fois, l'enfer recommence et nous prend dans la même stupeur, la même rage et le même deuil. Et c'est les mêmes larmes qu'on versera ce 13 novembre que celles qu'on a versées pour Cabu ou pour Samuel. Et c'est avec la même combativité aussi qu'on se relèvera. Et qu'on ressortira et qu'on recommuniera pour dire qu'on est debout, pour dire qu'on est ensemble et qu'on est français et qu'on n'a pas peur. Se souvenir et commémorer les vies fauchées par la barbarie islamiste est un devoir citoyen. Il est de notre responsabilité collective d'agir contre cette idéologie totalitaire, meurtrière, qui haït et qui tente d'éteindre l'héritage de nos lumières. Notre liberté, nos valeurs et notre histoire ne sont pas négociables, et aucune concession n'est envisageable. Ils ont voulu faire taire la musique, éteindre la jeunesse, abattre la France. Cette France qui aime, qui rit, qui chante, qui vit, libre. Face à ces fanatiques religieux, notre réponse doit être claire. Nous ne céderons rien. Rien sur nos valeurs, rien sur nos libertés et rien sur notre droit à vivre debout. La jeunesse a une immense responsabilité. Comprendre, s'engager, défendre la liberté contre l'oppression, la lumière contre l'obscurité. Alors souvenons-nous, n'oublions pas, mais surtout engageons-nous pour que nos valeurs et le souvenir de ces victimes du terrorisme ne s'éteignent jamais. Le 13 novembre est un jour sombre pour des raisons que nous connaissons tous. Nous savons tous ce que nous faisions ce jour-là, comme nous savons tous ce que nous faisions le jour de Charlie, de Lucas Piacher, le jour de Samuel Paty, le jour de Dominique Bernard, tous ces événements qui ont malheureusement scandé notre époque, qui l'ont noirci, qui font que ce terrorisme islamiste représente l'une des menaces et l'un des périls de notre temps. D'une certaine façon, l'une des figures de la menace sur la démocratie et sur la République qui existe. Et souvent, je suis amené à dire que ce qui peut sauver la démocratie, qui se sent fragilisée dans ces moments-là, c'est justement la République. C'est-à-dire notre capacité à faire unité, à nous réunir. Et alors même que les tendances à la fragmentation sont considérables à notre époque, ce qui compte, c'est de savoir créer du commun. Et savoir créer du commun face aux attentats terroristes, face aux menaces de ce type, c'est notamment être soudé vis-à-vis des victimes, évidemment. C'est être soudé à l'échelle nationale, essayer de tenir un discours commun pour faire face. C'est aussi donner les moyens à la démocratie de se défendre contre ceux qui l'attaquent. C'est-à-dire être sans naïveté et sans merci vis-à-vis de ceux qui nous attaquent, aussi bien sur le plan politique que sur le plan juridique. Cela signifie savoir désigner l'adversaire, cela signifie avoir les moyens juridiques de sanctionner tous ceux qui sont responsables, directement et indirectement. Ça signifie aussi transmettre à nos enfants ce qu'est la démocratie et
non seulement la résilience dont on parle si souvent à juste titre, mais aussi la résistance et une sorte de force sereine de la démocratie. C'est pourquoi je crois que les attentats sont conçus comme des tests par ceux qui les font. Et en effet, ce sont des tests. Et ces tests ne doivent pas nous montrer fragiles et naïfs, mais au contraire forts et soudés. Et c'est cette psychologie politique-là qui nous permettra de nous en sortir. C'est pourquoi le fait d'être des républicains, pas seulement à chaque date d'un triste anniversaire, mais tout au long de l'année et tout au long des années, eh bien, c'est au fond, tranquillement mais sûrement, eh bien, se donner les moyens de résister à des événements aussi dramatiques et porter haut et fort les valeurs sur les mains. La démocratie et la République ne doivent pas être sur la défensive, mais à l'offensive. Et c'est le modèle que nous donnons, l'image que nous donnons dans ces moments-là, qui fera aussi qu'à l'échelle internationale, d'autres se sentiront forts avec nous. Je pense aux femmes iraniennes, aux femmes afghanes, à ceux qui combattent pour une juste cause dans bien des endroits du monde, face à toutes les forces antidémocratiques. Et donc, c'est cet esprit-là qui, à mon avis, est la meilleure manière de commémorer le 13 novembre et de vivre après le 13 novembre et les autres attentats qui nous ont endeuillés. Donc, restons forts et républicains. Vous souvenez-vous de l'endroit où vous étiez le soir du 13 novembre 2015 et comment avez-vous appris ce qui s'était passé? À la maison, tout simplement, et aux informations, comme beaucoup de gens, je pense. J'étais chez moi, j'étais dans le 19e, puisque j'habite dans le 19e, chez mes parents. À l'époque, j'étais encore au lycée. Et je me souviens, je l'ai appris à travers les informations, puis les gens, ils t'appellent de ta famille, de tes amis. Et à ce moment-là, j'avais encore un esprit d'enfant, on va dire, adolescent, donc ça m'a pas particulièrement traumatisé. J'étais plus en mode qu'est-ce qui se passe, j'appelle mes potes, regarde par-ci par-là. Puis voilà. Moi, je pense que j'étais chez mes parents, dans le salon, et on regardait les infos et on l'a appris comme ça. J'étais jeune, parce que j'allais dire 14 ans, 15 ans, et je pense que j'ai pas réalisé sur le moment l'ampleur de l'événement. Donc c'était plutôt l'état de mes parents qui m'a inquiétée avant de comprendre ce qui se passait réellement. Vous avez l'air inquiet, apeuré. Ouais, triste. Mon père a pleuré, ma mère a été touchée, et du coup j'ai suivi un peu leur état d'esprit, quoi. Moi j'étais chez mes parents, pareil. On regardait le match, j'avais un match, et on a compris qu'il se passait un truc bizarre à la fin. Et je me souviens d'avoir compris tout ce qui se passait plutôt le lendemain, parce que le lendemain on avait cours, ou quelques jours après on a eu cours, et d'avoir compris ce qui se passait surtout les jours qui ont suivi. Et moi je pense que j'étais plutôt dans l'incompréhension de ce qui se passait, comment par exemple à un concert il peut se passer ça. J'étais plutôt dans l'incompréhension. Moi j'étais chez moi aussi, mais je l'ai pas appris par les informations ou des choses comme ça. C'était une alerte Facebook qui était sortie, qui me disait que j'étais dans une zone de sécurité. Et à partir de ce moment-là, j'ai pas trop compris. Et j'ai commencé à regarder, on a commencé à voir que le match était annulé, qu'il y avait un attentat sur Paris, on savait pas trop quoi, et que juste c'était dans une salle de concert. Est-ce que vous avez ressenti un sort de climat de peur sur Paris dans le 19e? Vous étiez un peu effrayé par rapport à ces événements ou pas du tout? Ça vous semblait être un peu loin de chez vous peut-être? On a vu des gens qui couraient vers Stalingrad parce que c'était pas trop loin quand même. Enfin, j'avais des échos un peu de mes amis à côté de chez moi. Après, moi, j'étais pas vraiment. Je savais qu'en tout cas, les gens que je connaissais, pour la plupart, ils n'étaient pas là-bas. Donc, pas vraiment un sentiment de peur, mais plus un sentiment d'intrigue, de qu'est-ce qui se passe, parce qu'on n'avait pas toutes les informations à ce moment-là. Donc, plus un sentiment de curiosité de qu'est-ce qui se passe, quoi. Depuis ces attentats, est-ce que ces événements ont changé votre vision du monde ou la manière dont vous imaginez l'avenir? Je dirais que j'ai plus peur pour les enfants aujourd'hui, mais que pour moi, ils n'ont pas gagné. On leur enseigne d'autant plus à penser librement et à penser par eux-mêmes. Après, je pense que ça dépend des personnes, mais ils n'ont pas gagné. Franchement, pas du tout. Je veux dire la vérité. Parce que simplement, j'ai conscience qu'il se passe des choses comme ça aux quatre coins du monde. Et que ça peut se passer à Paris comme ça peut se passer n'importe où. Et on peut dire la mort, elle peut frapper sans être négatif, n'importe où. Et à partir du moment où je pense comme ça, où je suis aussi, on va dire, géopolitiquement un peu branché sur ce qui se passe un peu dans le monde, j'ai un certain recul par rapport à ça. J'avoue que non, quand je vais sortir, je vais pas forcément penser à ça. Mais c'est vrai que si on entend des pétards ou quelque chose comme ça, je vais angoisser assez rapidement parce que personne ne se souvient de ça. Et
Voilà. Il y a une mémoire qui se Il y réactive a en quand même fait. oui, voilà, c'est plutôt sur le moment, je vais repenser à ça et je me dis, pourquoi pas, pourquoi ça n'arriverait pas aussi à nous, on ne sait pas. Pareil, moi, je me sens pas forcément inquiet quand je fais des concerts, des festivals, tout ça. Parce que justement, c'est des moments festifs et je pense que si encore 10 ans après, on serait dans la crainte et dans la peur, ils auraient un peu réussi leur pari. Mais c'est vrai que, comme tu disais, si on entend des bruits de pétards, des gros bruits, ou si on voit un peu un moment de foule, on va plus paniquer, je pense, qu'à l'époque, ça s'est pas passé ça, quoi. Vous rejoignez leur avis? En quelque sorte, oui, mais c'est surtout un sentiment d'insécurité qu'on a ressenti à partir de cette période-là, parce que je crois que les attentats de Charlie Hebdo, ça a suivi pas trop longtemps après. Et c'est aussi, il y a eu l'État qui nous a mis un peu la pression parce qu'on est passé directement aux vigilances rouges et que tout lieu culturel où on allait après, bah, il y avait plus de faux, il y avait plus de choses comme ça. Mais bon, en soi, c'est un peu normal, vu la gravité de la situation et de sentir en insécurité pour tout le monde qui était constant pendant quelques années. Et puis après, on l'a un peu oublié comme tout le monde, mais c'est important que vous fassiez des choses pour la mémoire collective. Ouais, je pense que le monde il a grandement changé depuis 2015. Je pense qu'il y a beaucoup plus de tensions politiques dans le monde. Et je pense que plus les années passent, plus on approche un peu d'un genre de déchirement, je pense, entre l'État, le gouvernement et la population, où les gens commencent à en avoir marre un peu. Globalement, je ne parle même pas que par rapport à la France, dans le monde, de certaines choses, de certains pouvoirs politiques. Et je pense que plus le temps passe et que plus ces tensions-là, elles s'accentuent partout dans le monde. Et si vous deviez qualifier les attentats du 13 novembre en un mot ou en une phrase, que diriez-vous? Ils ont tenté de faire tomber la France et que la France, elle s'est relevée. Notre liberté est plus forte. Je pense qu'ils ne savaient pas à qui ils s'en prenaient. L'enfer. Comme ça, je sais pas, mais c'est vrai que l'enfer, c'est un beau mot, l'enfer, je pense. Un mot, c'est difficile. Je dirais vraiment que j'ai ressenti un sentiment de... Enfin, c'était de la barbarie. Tout ce qui s'est passé, c'était vraiment pas bien. Je dirais pas plus, je crois. Il y a des soirs où Paris respire, où les voix s'élèvent dans la lumière des cafés, où les verres teintent comme des promesses d'amitié. C'était un de ces soirs-là, un soir de rire simple, de chaleur humaine, un soir où la vie se croyait éternelle. Et puis soudain, le ciel s'est brisé. Un souffle, un fracas, et l'ombre s'est abattue sur la ville. Des terrasses, des stades de salles de concert ont surgi les cris, les pas affolés et ce silence ensuite, plus terrible que le bruit. Au comptoir Voltaire, lieu pourtant le nom d'un esprit libre, la déraison a frappé la raison. Le fanatisme a voulu bâillonner la pensée, faire taire la liberté, anéantir la douceur d'un soir d'automne. Mais la lumière ne s'éteint pas, elle tremble, vacille, se couvre parfois de larmes, mais elle persiste, fidèle au vivant, fidèle à la mémoire. Dans la nuit blessée, des femmes et des hommes se sont levés par le refus de céder à l'horreur. Rue Alibert, devant le carillon, les corps allongés, les regards éteints, témoignaient de la violence nue et du prix terrible de l'innocence. 13 vies se sont éteintes là, des centaines d'autres ont vacillé, et pourtant, dans le chaos, quelque chose d'immense a résisté. Le souffle des vivants, le courage des survivants et la promesse silencieuse que la joie reviendrait. Aujourd'hui, les cafés ont rouvert. Au comptoir Voltaire, on sert à nouveau le café brûlant, on parle bas, parfois on sourit. Et dans ces gestes simples, dans ces rires revenus, il y a l'écho des absents. Ils sont là, dans le bruissement des feuilles, dans la flamme des bougies déposées, dans la lumière tremblante des vitres parisiennes. Ils sont là, dans le cœur de la ville, dans le cœur du monde, à jamais mêlés à notre souffle. Ils étaient la vie, et c'est la vie qui encore leur rend hommage. On n'a pas gagné sans travail de tous les jours. Mais on gagnera, forcément.